La communauté d'agglomération du Pays de Grasse a lancé un cycle de conférences avec des rencontres régulières organisées par Gabriel Bouillon tous les 3 mois. Ces conférences, elles mettent en lumière des sujets comme la pollinisation, l'apiculture, la culture du chêne truffier, l'organisation de nos restanques provençales. Elles mettent en lumière tous ces sujets de cycle agricole. Il était une évidence, en ayant rencontré Louis Baudin il y a quelques mois en arrière, de lui proposer d'intervenir dans le sujet et cette conférence qu'il développe quand la météo nous apprend à réfléchir et à vivre sur notre terre. Cette conférence, elle a du sens dans un moment de conjoncture où l'environnement est au cœur et aux préoccupations de tous les sujets. Et on est fiers de l'accueillir aujourd'hui au Palais des Congrès, de partager cette conférence avec le plus grand nombre. Et on avait évoqué cela il y a quelques mois, aujourd'hui nous le faisons. Et ces conférences, elles sont de plus en plus de succès et elles rencontrent de plus en plus de monde. La météorologie, c'est faire une prévision pour demain, pour dans quelques heures, au cours de ces prochains jours, 2-3 jours. Voilà, c'est une prévision où on essaye d'être le plus précis possible pour apporter la meilleure information, notamment quand il y a des situations un peu critiques autour de la neige, du froid ou au contraire de la chaleur. Voilà, ça c'est la météorologie. Et la climatologie, elle prend beaucoup de recul, puisque là, c'est l'étude de l'évolution du climat, de la météorologie, d'abord à l'échelle de la Terre, parce que c'est comme ça qu'on peut comprendre ce qu'on appelle les différents centres d'action, comment on retrouve les grands phénomènes, l'alizé, les anticyclones, voilà, et à l'échelle de plusieurs décennies, de plusieurs siècles, parce qu'on se sert du passé, de l'histoire, des carottages, de tout ce qu'on a comme relevé, on n'en a pas forcément beaucoup d'ailleurs, pour essayer de voir un peu ce climat à l'échelle de la Terre, et puis aujourd'hui, d'éventuellement se projeter, de voir ce que sera le climat dans 20, 30 ou 40 ans. Et c'est ce que fait le GIEC, ce groupement d'ingénieurs qui essaie de prévoir cette projection et ce que sera le temps dans plusieurs siècles, à la fois par son évolution naturelle et puis surtout évidemment par l'influence de l'homme aujourd'hui qui est de plus en plus prégnante. Tout simplement parce qu'à partir du moment où on a un rapport juste et sain par rapport à la météorologie, c'est-à-dire quand on accepte quoi? Qu'il faut réfléchir sans frontières, qu'il faut accepter d'être humble, d'avoir des limites, c'est-à-dire que notre connaissance de la nature est finalement très parcellaire. Donc c'est tout ça que m'apprend la météorologie et que j'ai envie de transmettre. C'est témoigner effectivement de tout ce qu'elle m'a apporté, à la fois en termes d'humilité, de respect et en même temps d'espoir. C'est-à-dire que moi, sur 30-40 ans maintenant de météorologie, j'ai vu les progrès, mais je vois aussi encore aujourd'hui les limites de cette science. Et c'est tout ça qui doit nous amener à réfléchir de manière plus intelligente. C'est peut-être péjoratif, mais en tout cas d'être plus juste dans ce rapport à la nature, donc dans les choix que nous allons faire, et donc forcément dans les comportements que nous allons avoir, qui, à mon avis, nous amèneront à relever le défi. C'est ça, c'est ça mon propos, et c'est ça que j'ai envie de laisser ce soir. Oui, la météorologie est une science. Ah oui, là, elle utilise, je peux vous dire, même si les résultats ne sont pas toujours probants, elle utilise tout ce que la science nous offre, c'est-à-dire les satellites les plus performants, avec des capteurs les plus performants. D'ailleurs, là, en ce moment, il y a un nouveau satellite qui va être envoyé par Ariane, ça va être son dernier vol. Elle va envoyer, c'est un beau symbole, un satellite météorologique avec lequel on espère plus de précision, plus de suivi, voilà, avec des capteurs encore plus précis. Ce sont les calculateurs les plus puissants au monde. Les plus puissants au monde sont utilisés par les services météo dans le monde. Pourquoi? Parce que prévoir l'évolution de chaque particule de l'atmosphère, ça représente des milliards de calculs, et bien il faut des puissances mais phénoménales. Donc vous voyez, c'est bien une science. Et puis ensuite, il y a tous les mathématiciens, les chercheurs qui travaillent sur les équations que l'on va appliquer à cette atmosphère qui nous entoure et qui nous fascine. Bon, alors après, on peut ouvrir le débat sur effectivement la façon de prévoir le temps. Mais en revanche, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'un météorologue, d'abord, quand il travaille, il va du crayon de couleur jusqu'à, je vous disais, l'ordinateur et le satellite le plus puissant. C'est rare un métier qui utilise les deux extrêmes et qui utilise aussi le sens de l'observation.
c'est-à-dire effectivement l'émotion, c'est-à-dire apprendre à regarder le ciel, à lire ce qu'il y a dans le ciel. Un météorologue doit savoir faire ça. C'est un bon météorologue. C'est pas juste un scientifique enfermé dans des salles avec des ordinateurs. Non, non, non. Météorologue, moi quand je suis devenu météorologue, la première chose qu'on apprend, c'est à devenir observateur. C'est-à-dire reconnaître les nuages, les regarder, les observer. Ce qu'effectivement, un agriculteur, un marin, tout celui qui est confronté à la nature, a appris à faire. Parce qu'effectivement, il va savoir 2 heures avant, tiens, là, le nuage, là, celui-là, il ne me plaît pas du tout. Tiens, le vent a changé, tiens. Donc oui, c'est un mélange des deux. Le rapport, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est une science, donc elle utilise tous ces outils-là, mais au début, il y a aussi l'observation, le terrain, la sensation, savoir ressentir, savoir regarder. Et donc oui, c'est un mélange de tout ça qui peut amener à faire les meilleures prévisions possibles, ou les moins mauvaises, si on soit optimiste ou pessimiste.